Il est mort et s'est réveillé dans un RPG légendaire rempli de fanservice. Sauf qu'au lieu de courir après le fanservice, ce type a choisi de grinder comme un malade. Son build consiste à frôler la mort intentionnellement. Dans un monde où 0 PV signifie la suppression totale, il continue de se pousser à la limite, puis se soigne et recommence. La ville le surnomme le démon qui rit face à la mort et sa plus proche compagne est carrément une pote gnome. Alors que se passe-t-il quand un PNG de second plan ignore le genre du jeu et décide de devenir le plus fort? C'est parti! L'histoire commence dans la guilde des aventuriers. Le protagoniste Ashbear a ouvert la porte de la guilde. Les aventuriers regardaient le panneau d'affichage avec intérêt. Les hommes, le visage rouge, les observaient. Le protagoniste posa sa main sur le comptoir et s'excusa. L'employé de la guilde sourit et lui demanda comment elle pouvait l'aider. Elle remarqua une carte et s'écria « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le protagoniste demanda confus « Il y a un problème. » L'employé hésita et répondit « Non, rien. Vous alliez vraiment encore dans le donjon aujourd'hui. » Ashbear confirma et l'employé lui demanda de faire attention. Elle lui dit au revoir et le protagoniste, tournant de la tête sur le côté, la remercia. Notre héros se dirigea vers la sortie et l'employé en criant lui lança qu'elle avait été très inquiète. Une autre employée de la guilde posa une main sur son épaule en souriant et lui dit que c'était du bon travail. Elle fit remarquer avec inquiétude qu'il y avait des rumeurs à son sujet ces derniers temps. L'employé acquiesça avec assurance et dit qu'il s'agissait du démon noir Albert et qu'il continuait brutalement à attaquer le monstre déjà mort. On dit que le protagoniste riait comme un fou en combattant le monstre. On dit que si tu le regardes dans les yeux, il t'attaque et que si tu prononces son nom au milieu de la nuit, tu te fais maudire. L'employé leva les mains avec une grande frayeur et s'écria « Mais alors, c'est un monstre !» Elle baissa la tête pensive et remarqua qu'il parlait très poliment et même intelligemment. C'est ça qui le rend effrayant. Dès ses débuts en tant qu'aventurier, Herbert a tout de suite été surnommé le démon à cause de son comportement étrange. Pourtant, il fait semblant d'être une personne ordinaire. L'autre employé répondit que les gens ordinaires ne passent pas toute leur journée seuls à crapahuter dans les donjons du matin au soir. L'employé se crispa et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas chez lui ?» L'employé ajouta que le protagoniste battait aussi de nouveaux records de montée en niveau chaque jour. L'employé demanda effrayé « Mais c'est quoi à la fin ?» Au même moment, notre héros regarda sa carte et remarqua qu'il était déjà niveau 8. Il rangea la carte dans sa poche et se dit que, comme prévu, il essaierait de tenir avec l'équipement de départ jusqu'au niveau 10. Herbert sourit d'un air menaçant et se mit à courir à toute vitesse. Il interpella le gobelin et lui ordonna de venir ici. Le protagoniste frappa calmement la tête de l'ennemi avec son épée. Le gobelin le regarda perplexe. Le protagoniste se demanda « Je n'arrive toujours pas à lui enlever tous ses PV en un seul coup. » Des larmes se mirent à couler des yeux du gobelin. Le gobelin frappa instantanément le protagoniste. Notre héros baissa la tête et remarqua que c'était une sensation très étrange. Dans sa vie antérieure, il serait mort de douleur à cause d'un tel coup. Ashbear releva la tête frénétiquement et s'exclama que tant qu'il restait le moindre PV, toute la douleur était absorbée par le système. Le gobelin le regarda terrifié. Il leva son arme avec colère et poussa un cri. Le protagoniste demanda « Ça ne marche pas, hein? C'est comme des chatouilles. On dirait que j'ai choisi le mauvais ennemi. Ce n'est qu'un faible gobelin de l'étage supérieur. » Le gobelin ne représente même pas une menace pour lui. Ashbear brandit son épée d'un air menaçant, trancha la tête de l'ennemi et s'écria que la sensation de devenir plus fort était vraiment géniale. La tête du gobelin se désintégra instantanément et des pièces de monnaie tombèrent au sol. Le protagoniste soupira tristement et remarqua que ce n'étaient que des pièces de cuivre. Il regarda ses propres PV avec stupéfaction. Notre héros s'exclama qu'ils avaient été réduits de moitié. Après tout, il doit obtenir une classe le plus vite possible. Il suffit de forcer un peu sur les yeux pour voir immédiatement combien de PV il reste. Ici, tout est comme dans le jeu et les habitants agissent comme de vraies personnes. Mais pourquoi Ashbear est-il arrivé dans ce monde? Quelques mois plus tôt, le protagoniste hurla « Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ?» L'aubergiste de l'Aube dorée frappa à la porte et aboya. Elle avait entendu un grand cri. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Notre héros ouvrit la porte tendue et répondit qu'il venait de se réveiller. L'aubergiste demanda perplexe « Quel est le problème? Tu déranges les gens. » Ashbear dit qu'il avait une question. « Alors c'est quoi cet endroit et qui suis-je? » L'aubergiste rétorqua « Tu dors encore. C'est l'auberge de l'Aube dorée dans la ville de Minusque. » « C'est l'aventurier Herbert. Ce n'est pas écrit sur ta carte de statut. » L'aubergiste remarqua que ses PV étaient au maximum, donc il n'était pas malade. Elle ferma la porte et lui ordonna d'aller se laver et de partir au donjon. Herbert demanda « Miniskaj, c'est une ville au Japon. » On dirait que j'en ai déjà entendu parler quelque part. Et un donjon aussi. Notre héros hurla avec une immense horreur « C'est la ville d'aventure de Miniskaj. Serait-ce vraiment le monde de ce mauvais jeu, Voices of Groans? C'en est trop. Si ce n'est pas un rêve, est-ce que ça veut dire que je me suis réincarné? En plus, c'est un jeu désagréable où tout est permis.
c'est que la pire réincarnation possible. C'est pire que l'enfer. Le protagoniste frappa la table du poing et se demanda s'il pouvait rester dans un monde aussi dangereux. Il doit rentrer chez lui. Au même moment, l'aubergiste qui se tenait à la porte lui ordonna de se taire. Le protagoniste s'excusa et obtempéra. Ashbert, assis pensivement sur le lit, nota qu'il y avait beaucoup réfléchi, mais que rentrer chez lui semblait irréel. Même s'il voulait retourner dans la ville natale d'Helbert et mener une vie tranquille, c'est impossible. Après tout, il n'a aucun souvenir du passé d'Helbert. Le protagoniste expira calmement et s'exclama que s'il ignorait le donjon, le monde mourrait. C'est toute l'intrigue. Il se crispa et se tut. Le protagoniste leva le poing avec enthousiasme et cria que tout était décidé. S'il n'a nulle part où fuir, il se battra. Si c'est vraiment ce jeu pourri avec ses connaissances, Ashbert pourra rapidement monter de niveau. Au lieu d'attendre simplement la mort, il conquéra ce monde. Le protagoniste ouvrit la porte avec assurance. Actuellement, dans le donjon, le protagoniste a précisé que, si vous vous souvenez, sa première bataille était contre des gobelins, et après avoir perdu, il s'est enfui. Avant d'arriver dans ce monde, il ne s'était même jamais battu. Sérieusement, le système de PV et la traduction automatique dans ce monde sont très bien faits. Habert se crispa en sentant quelque chose. Il remarqua le gobelin et cria « Ce sont des points d'expérience et de l'argent ». Une demi-journée plus tard, un employé de guilde fatigué, la joue appuyée sur sa main, regarda le protagoniste. Ashbert, souriant, posa la carte sur la table et le salua. Il précisa qu'il aimerait demander une classe. L'employé de la guilde fut abasourdi et se demanda s'il s'agissait vraiment d'un fou dangereux. Il prit rapidement la carte et demanda une minute. L'employé de la guilde se demanda pourquoi le protagoniste s'était approché de lui au lieu du bureau d'accueil le plus proche. Habert fut surpris et pensa que bien qu'il ait rencontré un personnage du jeu, pour la première fois, la réaction de l'employé était légèrement différente. La fenêtre du système indiquait qu'il s'agissait d'une liste de classes guerriers épéistes, combattants, chevaliers chasseurs, mages moinés, invocateurs, danseurs et marchandes. Choix épéiste, une classe basée sur l'attaque qui sacrifie la défense. En plus de puissantes compétences offensives, il dispose également d'attaques à distance et de zones. Cependant, de nombreuses compétences consomment de l'EXP, ce qui ne convient pas à tous les joueurs. Le protagoniste était stupéfait. Réalisant quelque chose, il s'approcha de l'employé pour se renseigner. L'employé était plus jeune que dans le jeu, n'est-ce pas? L'employé de la guilde a dit que la qualification de niveau 10 avait été confirmée. Il se demanda si le protagoniste avait vraiment de telles inclinations. Ashbert était stupéfait et se gratta la tête pensant qu'il avait été téléporté avant le début de l'histoire originale. Pas étonnant qu'il ne reconnaisse personne. L'employé demanda « Alors quelle classe le protagoniste veut-il choisir ?» Le protagoniste sourit avec assurance et s'exclama qu'il choisissait la classe d'épéiste. L'employé annonça qu'il enregistrerait alors la classe du protagoniste en tant qu'épéiste et sélectionnerait chevalier comme classe secondaire. Ashbert leva la main et lui demanda de ne sélectionner aucune classe secondaire pour le moment. L'employé était stupéfait et le protagoniste se demanda avec perplexité pourquoi il était si surpris. Avec 2 classes, la vitesse de montée en niveau ralentirait, n'est-ce pas? De plus, un chevalier comme classe secondaire pour un épéiste. C'est une mauvaise combinaison. L'employé est incompétent, c'est impossible. Le protagoniste est maintenant avant le début du scénario. Ce n'est que le début de l'ère de l'aventure, donc il y a très peu d'informations utiles pour le moment. En fait, il s'avère que Ashbert a un savoir complet. L'aventurière regarda le protagoniste avec surprise. L'aventurière mit un doigt sur sa bouche et demanda à son camarade de ne pas regarder. Le protagoniste pensa qu'il devait alors utiliser ses précieuses connaissances avec prudence. Il devait se retenir. L'employé de la guilde réfléchit un instant et précisa qu'épéiste est une classe qui met fortement l'accent sur les dégâts. Par conséquent, pour augmenter sa capacité de survie, il devrait également prendre chevalier. Le protagoniste répondit que tout allait bien. Aux étages supérieurs, il pouvait encaisser environ 5 coups. L'ancien lui avait déjà tout expliqué. Le protagoniste sourit et demanda de choisir la classe d'épéiste pour lui. Après un certain temps, l'employé de la guilde fit remarquer que c'était du bon travail. L'employé effrayé essuya la sueur de son front avec sa main et répondit qu'il était très fatigué. Après ça, pas étonnant qu'il traite le protagoniste de bizarre. L'employé baissa la tête avec soulagement et demanda « Comment le protagoniste considère-t-il sa propre vie en général ?» L'employé expliqua que la diminution des PV est un compte à rebours vers la mort. Même les jeunes enfants savent comment ce monde fonctionne. Si les PV sont réduits de moitié, même un adulte peut devenir fou. Si les PV sont inférieurs à 20%, même les plus grands pêcheurs pleureront et supplieront pour leur vie. C'est pourquoi tous les aventuriers forment des groupes, même s'ils gagnent moins d'expérience. Même au prix d'une perte d'expérience, vous devriez faire de chevalier votre classe secondaire pour garantir vos PV. L'équipement est bien sûr important. L'armure est toujours une priorité. Même les vétérans prennent souvent des jours de congé pour préserver leur santé. Éviter les dégâts, c'est la base pour tout aventurier. L'employé était d'accord avec elle. Il a précisé « Malgré tout, ce type va dans les donjons tous les jours et n'utilise que les potions de soins gratuites de la guilde.
L'employé a fait remarquer que ces potions sont quasiment inutiles comme des talismans qui ne sont là que pour faire joli. L'employé a croisé les bras et a dit que le protagoniste avait risqué de perdre la vie de nombreuses fois, ce qui épuisait sa vitalité et son énergie. Aucune personne ordinaire ne pourrait monter de niveau comme ça. C'est très suspect, mais en tant qu'employé de la guilde, il ne devrait pas en apprendre davantage sur la vie des clients. Apparemment, Ashbear a décidé de suivre une voie sanglante. Je me demande quelle profonde ténèbre le protagoniste porte en lui. Le surnom erroné de fou furieux noir donné au monstre est devenu vrai pour lui avec le temps. C'est le monde de la voix des gémissements où le bon sens est complètement transformé. Le protagoniste a regardé l'épée avec joie et s'est exclamé qu'il semblait devenir meilleur. C'est ça le pouvoir d'un épéiste. À partir de demain, il va travailler dur dans le donjon. Les femmes lasses ont donc couvert leur bouche en regardant le protagoniste et lui ne connaît même pas les rumeurs qui courent sur son compte. La cité des aventuriers de Minisque, comme son nom l'indique, est un endroit où se rassemblent des foules d'aventuriers. Elle est située juste au-dessus du donjon dans lequel un mal ancien est emprisonné. C'est une cité-État qui s'est développée autour de la guilde des aventuriers. Le protagoniste descend les escaliers menant au donjon de Minisque. Il a dit avec un sourire qu'après avoir obtenu la classe d'épéiste, il a dépensé tout son argent pour acheter l'épée la plus puissante du début du jeu. Avec elle, le protagoniste pourra gagner des points d'expérience plus rapidement. Ashbear a regardé la porte et a remarqué que c'était l'entrée du donjon. Peu importe combien de fois il la regardait, l'entrée semblait toujours à la fois effrayante et majestueuse. Le protagoniste a levé la main vers la porte et celle-ci a scintillé. De la fumée a rempli l'espace et l'entrée s'est ouverte. Le protagoniste s'est avancé et s'est exclamé qu'il ferait de son mieux aujourd'hui. Il a rapidement traversé le portail. Ashbear a marché à travers le donjon. Il a eu un sourire dément se préparant au combat. Le protagoniste a sauté vers le gobelin et a réclamé de l'expérience. Il a frappé la tête de l'ennemi et le sang a jailli sur le côté. Des pièces sont tombées au sol et le protagoniste s'est exclamé que c'était bon. Il a serré le poing avec assurance et a précisé que maintenant il pouvait maîtriser le gobelin d'un seul coup. Ashbear a commencé à mieux se déplacer et ne se fatiguait plus en marchant. Le protagoniste a souri d'un air menaçant et a noté en riant que maintenant il lui serait très facile de collecter des points d'expérience. Quelques heures plus tard, le protagoniste a dit que par curiosité, il avait atteint le 3e étage. Des gobelins l'ont encerclé. Il a souri calmement et fermant les yeux a noté qu'ils avaient décidé de l'encercler et de le submerger par le nombre. Ashbear a brandi son épée et a crié que ça n'arriverait pas. Il l'avait prévu. Le protagoniste a levé sévèrement la main vers l'épée de volonté. En regardant les nombreux cadavres de gobelins, il a dit qu'il avait testé l'attaque de zone. Il ressemblait plus à une sorte de samouraï qu'à un épéiste. Le protagoniste a remercié ses adversaires d'être devenus des sujets de test. Il a remarqué un gobelin debout parmi les cadavres et a demandé « Alors quelqu'un a survécu ?» Ashbear a détourné le regard pensif, a poignardé le gobelin et a noté que dans ce jeu, l'attaque de zone ciblait tout le groupe d'ennemis. Cependant, dans la réalité, ça n'a pas l'air de fonctionner sur tout le monde. Je vais devoir tout tester. La consommation de PV par coup est d'environ 10%. Après le 7e coup, il est temps de boire une potion. En tant que débutant, le protagoniste recevait des potions gratuitement, mais maintenant il doit les payer et sans potion, il mourra. Le protagoniste a regardé joyeusement les gobelins vivants et s'est exclamé qu'il n'avait qu'à gagner la somme requise et c'est tout. Il a découpé les adversaires avec l'épée de volonté. Ashbear a bu la potion et s'est exclamé qu'il allait maintenant restaurer sa santé. Les donjons et les RPG, c'est ce qu'il y a de mieux. On ne trouve rien de tel au Japon. Oui, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Il ne pourrait en être autrement. Il a traversé le donjon et a remarqué un coffre. Le protagoniste a précisé « N'est-ce pas un coffre au trésor ?» Le protagoniste s'est gratté la tête et a dit qu'il voulait ouvrir le coffre, mais qu'il lui fallait un moyen sûr de le faire. Ce serait mauvais s'il y avait un piège. Est-il possible de prendre la sous-classe de chasseur plus tôt que prévu? Il a bien quelques compétences de piège utiles, mais si Ashbear fait ça, ça le retardera pour atteindre le niveau maximum de sa classe d'épéiste. Le protagoniste a expiré et a fait remarquer qu'il était probablement nécessaire de battre en retraite cette fois-ci. Il s'est dit que peu importait à quel point il voulait ouvrir le coffre. Le protagoniste a relevé la tête avec enthousiasme et s'est exclamé qu'ouvrir un coffre était toujours un moment excitant. Ça lui faisait même bouillir le sang. Ça pouvait être soit de la joie, soit de la déception en fonction du contenu. Il voulait vraiment ressentir cette sensation. Le protagoniste s'est pris la tête entre les mains en hurlant qu'il ne pouvait pas prendre un tel risque et qu'il ne pouvait pas continuer à refuser des coffres au trésor tout le temps. Il a serré le poing et s'est exclamé que c'était décidé. Il n'y avait pas d'autre solution. Apparemment qu'il était temps de créer une équipe. Après un moment, Ashbear s'est dit que, vu les gémissements, tous les partenaires étaient essentiellement des esclaves achetés. Mais en tant qu'homme moderne, l'idée de l'esclavage lui était particulièrement désagréable. Heureusement, contrairement au jeu, il y avait des annonces de recrutement ici. Il ne restait plus qu'à discuter. L'aventurier a levé la main et a répondu qu'il ne pensait pas en être capable. Il a demandé au protagoniste de chercher quelqu'un d'autre. Le protagoniste pensait qu'il suffisait de discuter. Le type s'est exclamé que le problème c'était qu'il venait juste de trouver un nouveau membre.
Les filles ont souri et se sont exclamées qu'elles étaient vraiment désolées. L'aventurier s'est agenouillé, s'est prosterné et a crié qu'il n'était pas à la hauteur du protagoniste. Il s'est excusé auprès de lui. Harbert a serré les dents d'agacement en se disant qu'il s'était probablement adressé à des aventuriers expérimentés alors qu'il était lui-même en pleine phase de montée en niveau. Il lui fallait donc des aventuriers de son niveau. Le protagoniste a levé la main et s'est exclamé qu'il avait entendu dire qu'il recrutait pour leur groupe. L'aventurier a hurlé de peur. Qu'est-ce que ça veut dire? Son camarade est tendu à refuser en répondant que le protagoniste était bien trop fort pour des gens comme eux. Le protagoniste a pensé affolé. Mais pourquoi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Suis-je trop faible ou ai-je choisi le mauvais moment? Le camarade a demandé craintivement. On peut y aller maintenant. Harbert a souri d'une manière terrifiante et a dit qu'il semblait que maintenant il n'avait plus d'autre choix que de se lancer. Il s'est dit qu'un groupe composé uniquement d'esclaves était sa seule option. Quelque temps plus tard, à Minuscage, dans le quartier commerçant, le protagoniste a porté nerveusement son poing à sa bouche et a constaté que même s'il chassait seul, ce serait quand même difficile. Peut-être prendre un esclave homme. Non, il refuserait probablement. Mais prendre une fille comme esclave n'est pas non plus une option. Le protagoniste s'est gratté l'arrière de la tête d'un air las et a hurlé. Les esclaves sont aussi des êtres humains. Comment peut-on les garder comme des animaux de compagnie? Il s'est figé et a demandé « Mais si c'est un monstre, alors c'est acceptable, n'est-ce pas? » Quelque temps plus tard, à la périphérie du quartier commerçant au marché aux esclaves, le chef des marchandes d'esclaves est assis à une table. L'assistant a immédiatement ouvert la porte et a crié que le fou aux cheveux noirs était là. Le chef avait raison. Le protagoniste était bel et bien venu. Cheveux et yeux noirs. C'est définitivement lui. Le marchand a noté que le protagoniste était arrivé plus tard que prévu. C'est une marge d'erreur acceptable. Il a calmement précisé qu'il parlerait personnellement avec le protagoniste. Le marchand a demandé à ses assistants d'escorter le protagoniste avec tous les égards qui lui sont dus. Hulbert le fou aux cheveux noirs est un nouveau venu qui, par des méthodes insensées, a accompli un parcours qui en prendrait 3 mois à d'autres. Le protagoniste l'a terminé en seulement 1 semaine. Le protagoniste a même refusé la sous-classe de chevalier qui aide à la défense et au dégâts maximum. Toute sa force est concentrée sur l'attaque. Harbert sera capable de percer n'importe quelle défense, tout ça au nom de la puissance. Le protagoniste est tout simplement fou, mais seul un ignorant le traiterait d'idiot. On dit qu'Harbert transporte toujours beaucoup de potions de soins avec lui, qu'il refait constamment ses réserves et qu'il possède même 3 cristaux de téléportation de donjon, ce qui est un objet très coûteux. Le marchand a souri et s'est exclamé que cela démontrait une forte volonté de revenir vivant à tout prix. Cela montre clairement que même s'il doit traverser l'enfer pour gagner en puissance, le protagoniste tiendra bon et survivra. Harbert désire désespérément le pouvoir. Et personne n'a jamais vu l'aîné qui l'a amené faire preuve d'une agressivité appropriée envers les monstres. Et tout ceci est une information fiable provenant de la guilde. Alors qui est exactement ce fou? Le protagoniste n'est pas juste un fou, c'est un vengeur. Le marchand a pensé que la raison pour laquelle personne n'a vu l'aîné, c'est parce qu'elle est déjà morte. Harbert n'a plus peur de rien, ni de la honte, ni de l'humiliation. Au fond de lui, il n'y a que la vengeance. Et l'objet de sa vengeance, ce sont les monstres du donjon. Celui qui a connu la douleur de la perte ne cherche plus à retrouver quelque chose de cher. Ayant perdu ses propres anciens camarades, le protagoniste ne cherche pas à en trouver de nouveaux. Le marchand s'est excusé pour l'attente et le protagoniste assis sur le canapé lui a demandé d'en venir au fait. Harbert a précisé qu'il cherchait des esclaves. Le marchand s'est dit que le protagoniste cherchait des esclaves à utiliser. Si c'est le cas, alors quel genre d'esclaves le protagoniste cherchait-il? Peut-être s'agissait-il de ces mêmes monstres contre lesquels le protagoniste était si désireux de se venger. Le marchand a souri et a demandé s'il avait bien compris. Harbert cherchait des monstres comme esclaves. Le protagoniste allait les utiliser pour chasser dans le donjon. C'est exact. Le protagoniste a été surpris et s'est demandé comment le marchand savait qu'il cherchait des monstres comme esclaves. Avait-il vraiment l'air de quelqu'un qui ne s'entendait pas bien avec les autres? Harbert a répondu que le marchand avait absolument raison. Quel conseil le marchand pouvait-il lui donner? Le marchand a demandé ce que le protagoniste penserait des gobelins. Si le protagoniste en achetait 10, il lui ferait une réduction. Il s'est dit qu'on aurait dit qu'Harbert voulait passer toute sa colère sur eux, ce qui signifiait que le protagoniste changerait d'esclave assez souvent, comme il s'y attendait. Le protagoniste était un très bon client. Harbert l'a remercié en disant qu'un seul suffirait. Il s'est dit que pour l'instant, un seul suffisait pour désamorcer les pièges et que dans le jeu, les équipes étaient limitées à 6 joueurs maximum. Le marchand vendait-il vraiment des gobelins? Le marchand était stupéfait et se demandait si le protagoniste voulait vraiment faire subir les souffrances de 10 personnes à une seule. Il a précisé que si c'était le cas, l'esclave risquait de ne pas tenir longtemps. Est-ce que cela convenait vraiment au protagoniste? Le protagoniste a souri et a accepté répondant qu'un seul suffirait pour le moment. Il s'est dit qu'il n'allait pas pousser l'esclave à la mort et que l'expérience serait partagée s'il y avait trop de combattants.
Le marchand se figea d'horreur, se demandant si Ashbert allait vraiment régénérer les PV du monstre pour le faire souffrir à l'infini. Comme on pouvait s'y attendre de la part d'un fou sadique, le protagoniste n'est pas du tout comme ces gens qui cherchent des esclaves du sexe opposé pour assouvir leurs désirs pervers. Dans ce cas, il faut choisir la qualité et non la quantité. Le marchand s'est levé de sa chaise et est allé chercher l'esclave. Il a posé une cage contenant un monstre sur la table. Le protagoniste a regardé le monstre avec stupéfaction et a demandé si c'était vraiment une gnome. Le marchand a ricané et a confirmé. Une gnome enterre une personne vivante dans le sol, la laissant se décomposer et mourir lentement. Un monstre maléfique et cruel. Ceux qui se laissaient tromper par leur joli visage finissaient en engrais pour les parterres de fleurs. Les victimes sont tout simplement innombrables. En regardant la cage, le marchand a expliqué que la gnome avait l'air fragile, mais qu'en réalité elle était forte et très chère. Il suffit de l'enterrer dans le sol pour la nuit et ses blessures guériront d'elles-mêmes. C'est pourquoi c'est que la meilleure option pour prolonger le tourment de l'esclave. Le protagoniste nota avec surprise « Ah, c'est donc ça !» Il s'est dit que d'après ce qu'il savait, les gnomes étaient très doués pour la construction. Elles pouvaient aussi fabriquer divers objets. Ce serait parfait pour désamorcer les pièges. Le protagoniste a serré la main du marchand et a accepté. Le marchand a annoncé que l'affaire était conclue. Il serait heureux de continuer à travailler avec le protagoniste à l'avenir. La gnome regardait calmement le protagoniste. Il fit la remarque qu'il aurait cru que de simples monstres étaient vendus comme esclaves. Le protagoniste regarda joyeusement la gnome et dit qu'au final, tout était pour le mieux. « On va bien travailler ensemble, n'est-ce pas? » La gnome le regarda d'un air sévère et resta silencieuse. Le protagoniste irrité demanda pourquoi elle ne réagissait pas. Pourront-ils seulement communiquer normalement? Le visage de la gnome était essentiellement un appât pour attirer les gens, donc leurs expressions ne changeaient pas. La gnome baissa calmement la tête. Elle pensait que les humains n'étaient que de la nourriture pour eux, et ces gens osent encore se sentir importants. Il suffit de faire un peu semblant d'être amical et ils se laissent facilement mener. Les humains sont de maudites créatures inférieures. Habert précisa que c'était apparemment le fameux collier de soumission qui la forçait à obéir à n'importe lequel de ses ordres. La gnome s'est dit qu'elle allait lui raconter un mensonge, que le protagoniste retirerait ce collier lui-même et qu'ensuite elle se vengerait quoi qu'il arrive. Le protagoniste leva joyeusement un doigt et s'exclama qu'il était interdit de lui faire du mal. Il était interdit de faire du mal aux gens, sauf en cas de légitime défense. Si la pierre brillait, cela signifiait que l'ordre avait fonctionné. Face à son manque de réaction, il ne savait pas si elle avait compris l'ordre ou non. Apparemment, l'ordre n'était pas assez précis. La gnome pensa « Ose-t-il vraiment nous donner des ordres, à nous les messagères de la Terre? Quelle arrogance! Elle trouverait certainement un moyen. » Le protagoniste avec enthousiasme leva les mains et s'exclama qu'il était interdit de conspirer avec d'autres gnomes. Il était interdit de modeler de l'argile sur le visage d'une personne dans le but de l'étrangler. Il était interdit d'immobiliser les gens avec de la boue, d'enterrer les gens vivants. Interdit, il est interdit d'utiliser les gens comme engrais. La gnome se crispa et se demanda pourquoi tous ses plans échouaient les uns après les autres. Quel genre de personne est-ce? Habert détourna le regard pensif et remarqua qu'il avait utilisé ses connaissances du jeu pour donner des ordres plus clairs qu'auparavant, mais il n'y avait toujours aucune réaction. Après quelque temps, dans les terres désolées, le protagoniste sourit et s'exclama que c'était parfait. Il est peu probable que quelqu'un vienne ici. Il ricana et précisa. « Je vais t'abattre maintenant, alors ne bouge pas. » Le protagoniste s'est dit qu'elle ne devait pas croire qu'il allait vraiment l'abattre. La gnome pensa avec une horreur glaciale. Qu'est-ce que cet homme raconte? Est-il vraiment devenu fou? Ashbert remarqua que même après toutes ces menaces, elle se contentait de regarder dans le vide. Il leva son épée d'un air terrifiant et se dit qu'il allait devoir prouver qu'il ne faisait pas que la menacer. Le protagoniste allait utiliser la compétence la plus puissante à sa disposition. La gnome marqua une pause. Il ne pouvait pas être sérieux. Le pouvait-il? Le protagoniste se prépara avec assurance à attaquer, et la gnome pensa que c'était un regard vide. Se pouvait-il que ce soit vrai? Ashbert abattit l'épée absolue. Un courant d'air se précipita vers la gnome et elle hurla mentalement. Une empreinte est restée sur le sol et la gnome se demanda si elle allait vraiment mourir maintenant. Le protagoniste demanda perplexe. Vraiment aucune réaction, même après ça. Alors il allait devoir la frapper à nouveau. La gnome le supplia mentalement d'arrêter et pensa qu'elle allait vraiment mourir. Le protagoniste remarqua la jambe tremblante de la gnome et demanda « Est-ce qu'elle obéit à l'ordre de ne pas bouger? Est-ce que la gnome ne savait tout simplement pas comment réagir? » La gnome pensa que cet homme était vraiment devenu fou. Si elle s'opposait à lui, il la tuerait sans hésiter comme un maudit insecte. Ashbert dit qu'à partir de maintenant, si elle comprenait tout, elle devait hocher la tête et sinon la secouer. Le protagoniste demanda « Tu as tout compris? » La gnome hocha rapidement la tête et pensa qu'en le reconnaissant comme son maître, il ne la tuerait pas. Le protagoniste sourit nerveusement et se grattant l'arrière de la tête, admit qu'il avait vraiment mal agi.
Il attrapa la robe de la gnome avec sa main et elle pensa que le protagoniste ne devrait pas faire ça. Ashbert la mit dans sa poche et lui demanda pardon. Il dit qu'il ne pense pas du tout être un bon maître. Il a de nombreux défauts, mais le protagoniste compte sur elle. La gnome hurla dans sa tête. Après un certain temps, l'employé de la guilde annonça que la procédure d'attribution de classe était terminée. La gnome de M. Harbert s'est vue attribuer la classe chasseur comme classe principale. Désormais, la gnome du protagoniste pourra maîtriser les compétences de la classe chasseur. Le protagoniste sourit et remercia l'employé. L'employé de la guilde regarda ses assistantes avec colère et se demanda pourquoi le protagoniste venait toujours le voir. Est-ce que Ashbert a vraiment des goûts aussi étranges? Après un moment, le protagoniste s'exclama joyeusement que la pêche avait été bonne aujourd'hui aussi. Il se tenait au milieu des cadavres de monstres et cria que c'était de l'expérience, des compétences et de l'argent. La gnome pensa avec effroi que le marchand d'esclaves le traitait de fou dans son dos. Le protagoniste est un fou. Ce n'est absolument pas vrai. Le protagoniste cria avec un immense plaisir qu'il avait obtenu ce matériau rare. La gnome pensa avec horreur qu'il n'était pas du tout humain. Ces monstres sont au sommet de ce monde. Tous les autres ne sont rien de plus que de la nourriture pour eux. Ashbert courut joyeusement vers les monstres et demanda à la gnome de regarder ça. Ce sont des monstres. De nouveaux points d'expérience arrivent. Le protagoniste plongea son arme dans le corps de l'ogre. La gnome pensa que malgré tout ça, c'était comme si ce n'était que des déchets pour le protagoniste. L'ogre frappa Ashbert à la tête avec une massue. Il sourit avec arrogance. Soudain, la tête de l'ogre vola sur le côté et le sang jaillit. Le protagoniste sourit, porta la main à son cou et nota que même cette douleur semblable à une décharge électrique devenait une habitude. C'est une bonne chose. Digne de son titre de plus fort, la gnome remarqua l'aura du protagoniste et pensa que même s'il avait perdu 20% de ses points de vie en un seul coup, il n'avait même pas vacillé. Même les combattants avec une haute résistance à la douleur réagiraient à ça. Ashbert n'est définitivement pas humain. Se faisant passer pour un humain, le protagoniste est un monstre qui les dévore. À l'avenir, il deviendra un monstre incontrôlable portant le titre de plus fort. Le protagoniste tourna son attention vers le coffre et souleva la gnome par sa robe. Il la déposa sur le coffre et lui ordonna de désactiver rapidement le piège. La gnome regarda calmement sa main et pensa que qui aurait pu imaginer qu'un jour elle serait reconnaissante envers ce maudit collier qui lui avait ôté sa liberté. Oui, grâce à ce collier, elle peut vivre une vie d'esclave. Si la gnome désobéit à l'ordre, il est effrayant d'imaginer ce qui se passera. La gnome inséra la tige dans la serrure et pensa qu'elle ne voulait pas devenir une proie. Écrasée sans la moindre hésitation, la serrure du coffre céda instantanément. La gnome regarda le protagoniste et leva la main, les doigts croisés. Le protagoniste demanda joyeusement. Était-ce le signal de désamorçage réussi dont ils avaient convenu à l'avance? Ashbert ouvrit le coffre et cria que c'était du bon travail. Il regarda la lumière vive avec stupéfaction. Le protagoniste précisa. Alors ce sont des vêtements de chasseur. Dans les niveaux supérieurs, un objet aussi rare ne tombe presque jamais. Mais si on s'aventure un peu plus loin, ce genre d'équipement commence à tomber l'un après l'autre. Le protagoniste ramasse les vêtements avec enthousiasme et s'exclama. Eh bien, premier coffre, et tout de suite un objet rare. C'est un bon début. Il jeta les vêtements par terre et demanda à la gnome de mettre ça pour l'instant. Ça lui sera utile. Elle toucha calmement les vêtements du doigt. L'équipement rétrécit instantanément et le protagoniste le regarda avec étonnement. Il demanda « Alors c'est vrai que les objets du donjon s'ajustent à la taille de leur propriétaire. Puisque le modèle de vêtement est féminin, est-ce que ça veut dire que le système a considéré la gnome comme une fille? Peu importe. Nous sommes maintenant plus proches du titre de plus fort. » La gnome se demanda si ce monstre allait vraiment la rendre elle aussi la plus forte. C'est-à-dire que tant qu'elle resterait soumise, la probabilité qu'elle se fasse tuer serait faible. De plus, la gnome serait probablement protégée de tous les dangers à l'exception de ce monstre. Ashbert, en regardant les monstres, cria que des générateurs de trésors étaient invisibles et ordonna à la gnome de s'enfuir. Quelques heures plus tard, le protagoniste regarda autour de lui et remarqua que les monstres se faisaient de plus en plus rares. Il aperçut un ogre au loin. Le monstre courut rapidement et Ashbert lui ordonna de s'arrêter. Le protagoniste demanda « L'ennemi pense vraiment que je vais le laisser partir. » Il attaqua rapidement avec sa deuxième technique d'épée. L'ogre regarda le courant d'air avec effroi. Le protagoniste précisa qu'il y en avait de plus en plus qui s'enfuyaient dès qu'il le voyait. Mais dans le jeu, s'il se contentait de crier, tous les monstres se précipiteraient sur lui, même s'il était de niveau 99. Il semblait que le protagoniste s'était un peu emporté. Harbert remarqua un son provenant de sa poche. Il mit la main dans sa poche et demanda si c'était un appel téléphonique. Le protagoniste souriant ramassa la gnome tremblante et s'excusa. « Elle va bien, n'est-ce pas? » La gnome hocha rapidement la tête et pensa que tout allait bien et qu'elle le suppliait de ne pas la tuer. Le protagoniste demanda « Si tout allait bien, alors pourquoi tremblait-elle? Était-ce une sorte d'effet physiologique? » Très surpris, il s'exclama qu'il avait tout compris. Harbert baissa la main et utilisa le cristal de retour. Les camarades se téléportèrent instantanément.
Quelque temps plus tard, Ashbert s'excusa disant qu'il n'avait pas réalisé qu'elle avait faim. La gnome pensa que ce n'était pas vrai. Le protagoniste prit le sac et demanda « Comment une plante absorbe-t-elle les nutriments du sol ?» Il prit joyeusement le pot et s'exclama que c'était un pot de fleurs avec de la terre pour un jardin d'intérieur. Le protagoniste mit la gnome dans la terre et lui demanda de bien manger. La gnome pensa « Pourquoi être si grossier ?» Ashbert dit qu'il allait aussi manger. Il lui demanda de bien se reposer et quitta la pièce. La gnome sortit du pot. Les larmes aux yeux, elle supplia mentalement qu'on la sauve. Quelque temps après, le protagoniste sourit et souhaita le bonjour à la gnome. Elle sortit calmement du pot. La gnome leva la main pour le saluer. Le protagoniste pensa qu'ils vivaient ensemble depuis plusieurs mois et qu'il ne comprenait toujours pas cette créature. Il sourit et précisa qu'il voulait discuter de quelque chose avec elle aujourd'hui. Ashbert porta le poing à sa bouche. Il fit claquer un pétard et cria qu'il avait maximisé la classe d'épéiste. La gnome applaudit calmement. Le protagoniste la remercia et fit remarquer que son langage corporel s'était amélioré. La gnome pensa qu'elle avait mémorisé désespérément ses gestes juste pour augmenter un tant soit peu ses chances de survie. Le protagoniste expliqua qu'il ferait désormais du chevalier sa classe principale et garderait l'épéiste en classe secondaire. Il pourrait ainsi protéger la gnome des attaques ennemies et contre-attaquer immédiatement. Naturellement, le travail de la gnome serait d'infliger des dégâts en utilisant ses compétences de chasseuse. La gnome leva le pouce et pensa que si sa sécurité était garantie, alors ce ne serait peut-être pas si mal. Habert remarqua joyeusement qu'elle semblait d'accord. Il fallait donc qu'ils discutent des détails. Option 1, il la protégerait toujours, mais la gnome devrait constamment être au seuil de la mort. Option 2, elle aura un maximum de PV, mais pourra parfois être attaquée par un ennemi, ce qui pourrait être fatal dans le pire des cas. La première option est une compétence appelée Esprit du Chevalier, qui protège automatiquement un allié au seuil de la mort avec une probabilité de 100%. Les joueurs l'ont surnommé le pansement. La deuxième option est une combinaison de la compétence Serment du Chevalier, qui protège un allié avec une certaine probabilité, et d'une zone de protection qui augmente cette probabilité. Les joueurs appellent ça un bouclier combo. Il offre une couverture automatique pour les alliés tout comme la première compétence, mais le bouclier combo ne fonctionne pas toujours à 100%. Son choix, c'est le pansement, combiné avec le buff de survie qui s'active lorsque les PV sont bas. La gnome horrifiée le supplia mentalement d'arrêter. Elle pensa « Avoir toujours peu de PV, c'est une souffrance constante, n'est-ce pas? » Proposer un tel choix. Le protagoniste est-il vraiment devenu fou? Le protagoniste regarda la gnome avec surprise et demanda « Tu n'aimes pas le pansement? » La gnome hocha la tête et Ashbert dit qu'il pensait que le combat serait beaucoup plus intéressant de cette façon. D'accord, alors ils choisissent le bouclier combo. Il sourit d'un air menaçant et pensa que tôt ou tard, il aimerait essayer le pansement. Sérieusement, on peut être invincible contre les ennemis faibles. Le protagoniste serra la gnome dans sa main et s'exclama « Bon, aujourd'hui, on retourne au donjon de bonne humeur. On doit faire monter le niveau du chevalier pour obtenir la compétence nécessaire. Ce n'est presque rien. Il suffit de tuer environ 500 monstres et tout ira bien. » Quelque temps plus tard, le protagoniste se tenait dans le donjon. Il regarda autour de lui et remarqua quelque chose d'étrange. Il devrait y avoir des monstres partout ici. C'est impossible que tous les monstres soient morts. La gnome leva la main et pensa qu'ils venaient tous les jours et chassaient comme des fous. C'est pour ça que personne ne s'approche d'eux maintenant. L'aventurier leva son doigt d'un air tendu. L'assistante effrayée se tut et hocha la tête. Habert ajouta qu'il était étrange qu'il rencontrât rarement d'autres aventuriers. Le protagoniste prit joyeusement le sac et s'exclama qu'il avait une solution pour de tels cas. Un sac aromatique. Ça devrait aider à attirer les monstres. L'odeur du sac se diffusa dans l'air. Le protagoniste tourna son attention vers les monstres qui s'approchaient de lui. Il hurla comme un fou qu'il ne faisait que se cacher. Ashbert agrippa son arme et ordonna « Expérience sur les coffres, venez tous ici !» Il asséna un coup menaçant à l'ennemi. Le protagoniste balança son épée et le sang jaillit. La gnome plaça humblement ses mains derrière sa tête. Le protagoniste rengaina son épée et dit que ces monstres des niveaux supérieurs, tout comme celui de l'entrée, ne rapportent presque pas d'expérience. Il posa pensivement sa main sur son menton et ajouta que même s'il avait déjà dépassé le niveau requis pour accéder aux étages supérieurs, il devait vaincre le boss rapidement pour continuer. Habert sourit et fit remarquer que vaincre facilement un boss qui serait normalement difficile à battre à cause de la différence de niveau, c'était plutôt agréable. Si en plus le boss exhibe ses propres compétences, ce sera tout simplement merveilleux. Le protagoniste eut un sourire en coin et précisa qu'il plaisantait. Il pensa que pour une réincarnation dans un monde de jeu, le scénariste était un vrai crétin. Il y a plein de mauvais scénarios prévisibles, plein de techniques pourries. Si une personne croit que c'est la fin du monde qu'elle a perdu, elle devient un incubateur vivant. Sachant tout cela, il ne dit ça que parce qu'il sent que sinon il ne pourra pas tenir le coup. On doit se remonter le moral. Le protagoniste se gifla les joues et cria qu'il devait oublier tout ça. Il tourna son attention vers la gnome et demanda
Est-ce qu'elle a au moins un nom? La gnome pensa qu'il était un peu tard pour ça. Elle tourna calmement la tête de gauche à droite et le protagoniste nota que c'était bien ce qu'il pensait. Ce n'est pas surprenant. La race des gnomes est semblable aux fourmis ouvrières. La gnome resta muette de stupeur. Elle pensa furieuse, les nains sont les messagers de la Grande Terre. Des créatures comme des fourmis. Est-ce qu'il insinue vraiment que nous les nains ne sommes pas différents de ces maudits insectes qui rampent sur le sol? Il faut ignorer les paroles de ce monstre. Après tout seul, la Terre est vraiment grande. Et les nains capturent assidûment les gens pour donner naissance à de nouveaux nains. Il s'avère qu'ils ne sont qu'une race créée pour servir la Terre. C'est tellement ironique. Elle a compris ça précisément parce qu'elle est devenue une esclave. C'est vraiment désagréable de réaliser qu'elle était une esclave depuis sa naissance. Le protagoniste s'exclama qu'il y avait un autre monstre. Il attrapa l'ennemi avec un sourire dément et se mit à hurler. La gnome pensa avec effroi. Qu'est-ce que c'est que ce changement d'atmosphère soudain? Le protagoniste se tourna vers la gnome et lui demanda « Qu'est-ce qu'il y a ?» Il la souleva avec un sourire et demanda « Alors comme ça tu veux que je te donne un nom ?» La gnome pensa qu'elle était simplement surprise. Elle n'avait absolument pas peur. Les humains sont des créatures qui s'attachent à ce à quoi ils donnent un nom. Si c'est le cas, alors Cors, elle a probablement réussi à échapper à un sort terrible, dit Ashbert. Alors à partir de maintenant, ton nom est Luca. Je compte sur toi. Luca pensa qu'il était plus décent qu'elle ne l'imaginait. Honnêtement, elle ne s'y attendait pas. Un nom est une propriété personnelle. Il ne désigne pas une race, mais un individu spécifique. Luca et ça sonnent plutôt bien. Le protagoniste s'exclama que c'était une bonne chose. On t'a donné un nom alors que ce soit le symbole d'un nouveau départ. Il est temps pour toi de commencer à te battre. Luca était terrifié et pensa que cet homme était vraiment un monstre et qu'aucun attachement ne pourrait l'aider ici. Albert lui fit un clin d'œil et demanda à Luca de ne pas s'inquiéter. Il avait déjà maîtrisé la compétence du serment du chevalier pour la protéger des attaques, donc elle devait rester calme. Bien que la compétence de zone de défense ne soit pas entièrement maîtrisée, la chance de protection est tout de même d'environ 70%. Luca, les larmes aux yeux, attrapa le protagoniste par la capuche en pensant que les nains sont une race faible qui ne fait que contrôler des golems. Les souvenirs du passé se bousculaient dans sa tête les uns après les autres. Quelque temps plus tard, dans une pièce cachée du donjon se trouve un nid d'orques. Des jeunes filles sont assises derrière des barreaux. L'esclave pensa avec tristesse que tout allait bien. Elle avait quitté le village pour devenir une aventurière. Cependant, ses coéquipiers l'ont trahie et utilisée comme appât pour les orques. L'esclave, retenant ses larmes, se demanda « Vais-je vraiment perdre ma dignité à cause des orques comme ça? » Un grand cri retentit dans le donjon. L'esclave se demanda. C'était une voix humaine à l'instant. Le protagoniste traversait le donjon et l'esclave se demanda « Est-ce que ça pourrait vraiment être des bruits de pas? » Elle aperçut une silhouette dans l'obscurité et s'interrogea « Est-ce un humain? » L'esclave serra les barreaux de la cage de ses mains et le supplia de la sauver. Avant que ces monstres ne reviennent, Ashbert portant un masque lui dit de ne pas s'inquiéter car il avait tué tous les monstres. « Vous serez tranquille ici pendant un moment. » L'esclave était terrifié et pensa « C'est un autre monstre. Est-ce une nouvelle espèce de monstre? Alors, il parle même comme un humain. Se pourrait-il que ce soit une chimère? » Luca toucha le masque avec ses mains et pensa qu'elle conseillait à son propriétaire de ne pas porter cet équipement. Le protagoniste la regarda et demanda « Qu'est-ce qui ne va pas? » Le protagoniste fit remarquer qu'il avait porté ce masque depuis le début. Luca expira calmement et pensa que dans sa quête de pouvoir, il ne se souciait même pas de sa propre apparence. Ashbert se prit la tête entre les mains et dit qu'il n'y avait pas besoin d'effrayer les gens comme ça. L'esclave se demanda avec surprise « C'est vraiment un humain, ça? » Le protagoniste retira son masque et l'esclave horrifiée pensa que c'était un fou furieux tout noir. Elle se couvrit la tête de ses mains et se mit à trembler. Le protagoniste s'excusa et fit remarquer qu'il n'avait pas été assez délicat. Il plongea la main dans son sac. Albert jeta les affaires dans la cage et dit qu'il n'y avait rien d'autre, mais qu'il n'avait pas le choix. Il se retourna et demanda aux filles de lui dire quand elles auraient terminé. L'esclave le remercia et réfléchit. Le protagoniste semblait plus gentil qu'elle ne le pensait. Elle serra les vêtements dans ses mains avec intérêt et demanda s'il était vraiment venu jusqu'à l'antre du monstre pour elle. Le protagoniste répondit que non, il n'était pas du tout ce genre de personne. Un peu plus tôt, Ashbert avait précisé que comme Luca le savait probablement, ce donjon était divisé en plusieurs niveaux différents. Le niveau supérieur des étages 1 à 10 est une grotte. Le niveau intermédiaire des étages 11 à 30 est une forêt. Le niveau inférieur des étages 31 à 60 est la mer. Ils se trouvent actuellement au niveau supérieur. Chaque niveau a ses propres caractéristiques. Plus on s'enfonce, plus ça devient difficile. Il y a aussi des endroits où l'on peut trouver des événements secondaires. Pour les débloquer, il faut remplir certaines conditions. Le protagoniste brandit son épée avec enthousiasme et s'exclama que ce n'était plus un jeu, alors il pouvait ignorer les conditions.
Luca regarda le protagoniste choqué et pensa qu'il avait détruit un mur sacrifiant une énorme quantité de points de vie. Est-ce qu'il ne sait pas que les murs d'un donjon ne peuvent pas être détruits? Luca remarqua le mur brisé. Elle se demanda si c'était un passage secret, peut-être une tanière de monstres. Mais comment le maître était-il au courant de ça? Le protagoniste remarqua que les monstres les évitaient dernièrement. Les sachets parfumés coûtent de l'argent, alors ils attaqueront d'eux-mêmes. Le protagoniste leva son épée et cria qu'il allait rendre visite à ces monstres chez eux. Au même moment, l'orque demanda dans sa propre langue. « C'est vraiment une attaque. » Son camarade cria que le protagoniste était fou. « C'est seulement un humain. » L'orque demanda à son camarade de regarder et fit remarquer qu'il y avait un gnome là-bas. Serait-ce un test pour le nouveau golem? Luca dit dans la langue des orques qu'elle comprenait de quoi il parlait, mais que le protagoniste était probablement humain. Elle était maintenant l'esclave de cet humain. L'orque se mit à rire et s'exclama « Waouh, les voilà les esclaves de la terre !» Le protagoniste les regarda avec perplexité. Il s'exclama qu'il ne savait pas ce qui se passait ici, mais qu'il avait vu cet endroit. Ashbert frappa les ennemis avec sa première technique d'épée. L'orque effrayé supplia les protagonistes de ne pas faire ça. Le protagoniste, en voyant le sang gicler, demanda « Ils faisaient beaucoup de bruit, mais n'ont même pas attaqué. Est-ce qu'ils voulaient en juste nous faire peur? » Et pourtant, ils étaient plus nombreux qu'ils ne le pensaient. Si ça continue comme ça, Luca pensa que c'était étrange. D'habitude, le protagoniste serait déjà en train de crier que c'est du bon matériel pour des expériences ou un truc du genre. Le protagoniste nota que Luca devrait maîtriser la classe de chasseur. Mais, et si à cause de la monotonie des monstres, le niveau n'augmente pas? Quel dommage pour toute cette expérience. Mais je vais devoir partir. Luca pensa qu'elle comprenait. Ashbert trancha calmement le corps de l'orque avec son épée et dit qu'il pourrait être encerclé pendant leur retraite. Le passage ici est trop étroit pour autant de monstres. Il regarda les ennemis avec une expression frénétique et nota que, comme toujours, il devait tuer tous ceux qui se présentaient le plus vite possible. Quelques instants plus tard, le protagoniste, regardant l'ennemi transpercé par l'épée, précisa « On dirait que c'était le dernier. » L'orque disparut rapidement et un coffre apparut sur le sol. Le protagoniste demanda à Luca de vérifier rapidement si le coffre était piégé. Quand on combat un groupe de monstres, un seul coffre apparaît, mais la chance d'obtenir une récompense rare augmente. Cependant, à cause de ça, les pièges dans les coffres deviennent plus difficiles. Luca, illuminé par un flash aveuglant, se demanda pourquoi on lui disait ça seulement maintenant. Serait-ce un échec au désamorçage? Mais il ne lui était rien arrivé. Ashbert fit remarquer que c'était un piège anti-magie. Il ne fonctionne pas sur quelqu'un qui n'a pas de magie. Si Luca avait eu de la magie, ça aurait été une mort instantanée. Luca pensa avec colère. Il se fiche de moi, le protagoniste ne devrait pas me forcer à désamorcer de tels pièges. Il ne m'a même pas donné d'équipement pour augmenter mes chances de réussir. Est-ce que le protagoniste me déteste vraiment? Habert ouvrit le coffre avec intérêt et demanda ce qu'il y avait dedans. Il brandit les ailes et dit que Luca pourrait les utiliser. Luca pensa que lui donner des objets rares était la bonne approche. Ashbert approcha les ailes de Luca et s'exclama qu'avec une mobilité accrue, elle deviendrait une vraie combattante. Luca leva les mains et pensa que les objets rares n'étaient pas faits pour une esclave comme elle. Le protagoniste plaça les ailes sur Luca et elle pensa qu'il ne devrait pas essayer de les lui mettre de force. Les ailes sur son corps rétrécirent et le protagoniste se demanda « Et la loi de la conservation de la masse dans tout ça? Après tout, la taille change vraiment en fonction du propriétaire. » Luca s'envola dans les airs en se demandant si elle aussi serait vraiment forcée de se battre. Ashbert sourit et s'exclama qu'avec un si petit corps, elle ressemblait à une véritable fée. Luca, irrité, pensa que le protagoniste ne devrait pas la comparer à un insecte. Le MC fut surpris et demanda des éclaircissements. Je pensais lui avoir fait un compliment. Ça ne lui a vraiment pas plu. Il se souvint qu'ici les fées sont de sales bestioles au mauvais caractère et il s'excusa auprès de Luca. Ashbert leva le poing et s'exclama que quoi qu'il arrive, il continuerait d'explorer le repère. Il ne reste plus qu'à éliminer les derniers ennemis. L'heure de gloire de ce masque est arrivée. Bien qu'inférieur en défense à son équipement actuel, il offre un bonus d'attaque. L'esclave sourit et répondit que tout était clair. Elle y réfléchit, donc le protagoniste était entré dans le repère des monstres de son plein gré. Il est vraiment effrayant. Le MC lui demanda si elle pouvait lui décrire la situation générale. L'esclave frissonna et accepta. Elle expliqua que tous sauf elle avaient essayé de résister aux monstres et que leur PV était donc presque à zéro. Ils ne pouvaient même pas bouger normalement, mais personne n'était mort et les monstres n'avaient pas encore eu le temps de les utiliser. Ashbert sourit et dit qu'il était heureux d'être arrivé à temps. Il s'apprêtait à détruire la cage, alors il ferait mieux de s'éloigner un peu. Le protagoniste frappa avec l'épée absolue. L'esclave pensa avec horreur que cette compétence consommait une quantité énorme de PV. Le MC ramassa le cristal avec confiance et dit qu'il devait rentrer rapidement. Il allait utiliser le cristal de fuite, alors il devait se rapprocher.
L'esclave se crispa et demanda s'il allait vraiment utiliser un objet aussi cher pour eux. Habert répondit joyeusement qu'il agissait simplement comme un être humain, alors il ne devait pas y penser. Le protagoniste pensa qu'il avait de toute façon l'intention de repartir avec le cristal de retour. De plus, il quittait cet endroit en attendant de devenir assez fort. Il se fichait d'eux. Le MC n'est qu'un égoïste. Ashbert jeta le cristal au sol et annonça son retour. Il pensa que les gens qu'il était sur le point d'abandonner avaient simplement survécu par hasard. C'est ça. C'est de l'hypocrisie. Quelque temps plus tard, l'employé de la guilde déclara qu'ils avaient pris en compte les circonstances dans lesquelles le protagoniste avait sauvé ces personnes. Alors qu'allait-il faire d'eux? Le MC fut surpris et l'employé expliqua qu'ils avaient disparu depuis trop longtemps et qu'ils étaient maintenant tous présumés morts. De plus, ils n'avaient pas de papier d'identité. Habert se demanda s'il devait peut-être les réinscrire à la guilde. L'employé répondit que cependant ils appartenaient désormais à monsieur. Le MC leva la main et répondit qu'il n'en avait pas besoin. Il pensa que dans ce jeu, si on croyait à ce genre de choses, ça ne finissait jamais bien. L'homme posa sa main dans son dos et dit que si c'était le cas, alors la sienne ferait l'affaire. Gbert souriant l'interrompit et cria que ce n'était pas nécessaire. Il dit qu'il n'avait pas besoin d'une telle chose. L'esclave s'exclama qu'elle laverait les robes et les leur rendrait. Le protagoniste leur permit de garder les robes et précisa que remettre des vêtements que d'autres avaient portés, ce n'était pas son genre. En tout cas, il renonçait à son droit de propriété sur eux. Le MC demanda aux gens de s'inscrire à nouveau à la guilde, chacun individuellement. Il demanda « Est-ce que c'est possible? » L'employé accepta avec joie. L'esclave pensa qu'il les avait non seulement sauvés, mais aussi libérés de l'esclavage sans aucune contrepartie. Même les vêtements qu'il portait coûtaient une fortune. L'esclave s'arrêta perplexe et pensa qu'une telle gentillesse était impossible à croire. C'était très suspect, même pour elle, qu'on qualifiait de crédule. Le protagoniste est un sombre fou. C'est trop effrayant. Que va-t-il demander en retour? Avant qu'il n'arrive quelque chose de grave, nous devons nous enfuir secrètement pendant la nuit. Plus tard, tous les autres se sont également enfuis secrètement pendant la nuit. Quelque temps après, le protagoniste se dit que malgré les surprises, ils avaient réussi à terminer l'événement secondaire du repère des orques. Il a fait monter de niveau sa classe nocturne et a obtenu une compétence utile. De plus, Luca a gagné en mobilité et peut maintenant se battre. Dans le donjon aux étages supérieurs au 10e niveau, dans la salle du boss, le gardien, notre MC, regardant la porte, demanda « On peut commencer. » Un boss avec un boss intermédiaire. Luca pensa irrité qu'ils étaient enfin arrivés jusqu'à lui. Il s'était passé tellement de choses qu'elle commençait à oublier sa propre race. Le protagoniste la regarda avec un sourire et remarqua que Luca semblait apprécier ses niveaux. Il espérait qu'elle ne s'y attacherait pas trop. Il remarqua les hommes près de la porte et demanda ce qui se passait. L'aventurier rit et lui demanda de ne pas faire attention à eux. Son compagnon eut un sourire narquois et précisa qu'il ne le dérangerait pas. L'aventurier demanda de les considérer comme de simples spectateurs. Le MC se gratta le menton d'un air sévère et se demanda quelle était cette bande de voyous. Prévoyait-il vraiment de se ruer vers les niveaux intermédiaires dès qu'il aurait tué le boss? Gbert serrant son arme précisa que ce ne serait pas un problème de se joindre à la fête, mais seulement s'il comptait prendre le butin du boss. Il leva son épée d'un air menaçant avec l'intention de porter un triple coup. Le protagoniste sourit et demanda à ses compagnons s'ils avaient tout compris. L'aventurier se mit à rire et nota que le protagoniste avait tout saisi comme on pouvait s'y attendre. Il y réfléchit l'épée absolue 3 fois de suite et, avec une consommation de PV aussi élevée, le camarade leva les mains et dit qu'ils avaient tout compris. Ils n'avaient qu'à descendre. Il se dit que gaspiller sa vie juste pour intimider les autres. Le protagoniste n'avait vraiment pas toute sa tête. L'aventurier s'exclama qu'il se fichait du butin. De toute façon, il ne pouvait s'empêcher de l'utiliser. Il pensa que surtout dans un état de quasi-mort, le protagoniste souriait. C'était un vrai psychopathe. Luca pensa qu'avec si peu de PV, ça ne servait à rien d'y aller. Ashbert dit que ce boss laissait tomber une arme très utile, la lance du ressentiment. C'est exactement ce dont il avait besoin. Une arme terrible qui infligeait plein d'effets négatifs à l'ennemi. Bien sûr, on pouvait la trouver plus tard dans des coffres ou sur des monstres, mais pour être sûr de l'obtenir, il fallait tuer le boss, le butin, et rien que le butin. Dommage que dans ce monde, il n'y ait pas de réinitialisation de donjon pour affronter le boss à nouveau. Il croisa les bras et demanda à la déesse de la chance de l'aider. Le protagoniste se frappa instantanément les joues avec ses paumes. Il s'exclama qu'il n'y avait pas le choix. Il était temps de commencer. Luca pensa que le protagoniste avait intérêt à se donner à fond. De toute façon, elle n'avait rien d'autre à faire, alors elle allait le soutenir. La porte de la salle du boss s'entr'ouvrit. Des rayons de lumière vive illuminèrent le protagoniste. Un show magique apparut sur le sol et le gardien du portail en sortit. Gbert, avec un sourire dément, cria que l'ennemi était juste en face de lui et que le boss allait parler. Le boss croyait vraiment qu'il allait l'attendre. Le protagoniste décida de tout expliquer à Luca. Il lui expliqua que la seule compétence offensive du chevalier était le bouclier du désespoir. La puissance du coup dépendait de la défense. Luca pensa
Bon, je n'avais rien demandé. Le protagoniste ajouta qu'en plus, après avoir utilisé l'épée absolue, il était au seuil de la mort, ce qui déclenchait la compétence Vie malgré la mort, doublant sa défense de base. Vie malgré. Pour couronner le tout, il avait renforcé son armure au maximum, triplant ainsi sa défense. Le protagoniste percuta le gardien avec son bouclier avec une force phénoménale. Il s'exclama que ce n'était pas encore fini. Le protagoniste frappa et cria qu'en utilisant 2 boucliers, la défense serait doublée, ce qui signifiait que les dégâts seraient aussi doublés. Les dégâts totaux dépassèrent déjà les PV du boss et ce fut une mort instantanée. Ashbert aboya irrité. Est-ce que la lance du ressentiment va tomber oui ou non? L'assistant cria de peur. Luca ricana et pensa que c'était la réaction habituelle de tout le monde. Le protagoniste regarda le sol surpris et hurla. Il tomba tristement par terre et dit que rien n'était tombé. Ashbert fracassa ses boucliers contre le sol et s'exclama. Et dire qu'on ne peut tuer le boss qu'une seule fois. L'aventurier souriant demanda si le maître allait bien, n'est-ce pas? Il s'excusa d'avoir dérangé le protagoniste et précisa qu'il devait se dépêcher d'ouvrir la porte de la salle du milieu, sinon le boss risquait de ressusciter. Herbert regarda l'aventurier d'un air menaçant et demanda ce que l'assistant venait de dire. L'aventurier demanda tendu « Qu'est-ce qu'il veut dire par là ?» Le protagoniste demanda à son tour. L'aventurier dit que le boss allait ressusciter, c'est ça. Il afficha un sourire dément et lui demanda d'en dire plus. Luca laissa échapper un soupir las et se demanda qui avait bien pu pousser l'aventurier à dire ça. Les assistants expliquèrent que si quelqu'un mourait dans le donjon, son corps était absorbé par celui-ci, mais que le gardien du portail pouvait être ressuscité à l'infini. Ils dirent qu'il réapparaîtrait après un certain temps, tant qu'il y aurait quelqu'un dans la pièce qui ne l'avait pas encore vaincu. Le protagoniste pensa que c'était logique. Autrement, si l'un d'eux parvenait à passer les autres, pourraient le suivre. Il sourit et dit qu'il avait une proposition à leur faire. L'assistant frissonna de peur et accepta. Quelque temps après le gardien des portes des étages supérieurs, le chevalier traître se demanda s'il devait vraiment être vaincu immédiatement après son invocation. Que s'était-il passé? Peu importe. Il ne le reverrait plus. Il ne battait les ennemis que pour sa maîtresse. Le gardien du portail apparut sur un sceau magique et pensa « Est-ce une invocation répétée? Encore ces gens. » C'était la 2e fois qu'il les voyait aujourd'hui. Tant pis, il allait déchaîner toute sa colère sur ces faibles qui n'avaient aucun droit d'être ici. Les autres détournèrent en le regard terrifié, et le gardien du portail se demanda où il regardait. Le protagoniste, avec un sourire dément, frappa le gardien dans le dos et cria qu'un coup dans le dos était considéré comme une attaque surprise et comptait toujours comme un coup critique, et un coup critique, c'était une touche garantie à 100%. Le gardien du portail tomba instantanément au sol. Son corps se dissipa et il ne resta rien par terre. Le protagoniste hurla de rage qu'elle n'était pas encore tombée. On recommence. Il frappa avec le bouclier du désespoir à de multiples reprises. L'homme leva la main et demanda « Ça suffit peut-être ». Il demanda d'épargner le gardien. Ashbert répondit avec colère. « Ils voulaient bien aller à l'étage intermédiaire, n'est-ce pas? Alors ils n'ont qu'à se mettre de côté et se taire. » Le peuple fut instantanément d'accord avec le maître. Luca pensa qu'à présent, ils voulaient peut-être plus rentrer chez eux que d'aller au niveau intermédiaire. L'homme, agenouillé et terrifié, s'exclama qu'il était un fou furieux. Il avait envie de se frapper lui-même celui du passé, qui pensait pouvoir le vaincre. Le protagoniste demanda irrité « Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de coffre? » Dans ces cas-là, seul le nombre de tentatives compte. Ou peut-être que si c'est une lance du ressentiment, alors le boss doit aussi tomber. Être submergé par le ressentiment pour que la lance tombe. Luca trouva que sa logique était vraiment étrange. Le MC frappa le garde comme un déchaîné avec son bouclier. Il utilisa l'explosion galactique et anéantit l'ennemi. Le gardien de la porte se demanda « C'est qui ce type? » Oui, le protagoniste se moquait clairement de lui. Non, le père, c'est ce qu'il perd contre un monstre pareil. Est-ce vraiment sa punition? Lui, un chevalier sacré qui a tourné le dos à ses propres camarades, qui a trahi ceux qui partageaient ses nobles idéaux, et un imbécile qui a perdu celle qui lui était chère. Au bout d'un moment, le MC cria de joie, s'exclamant que la lance du ressentiment était enfin tombée. L'homme sourit et fit remarquer que dans ce cas, il s'avérait qu'on n'avait plus besoin d'eux. Jbert tourna la tête sur le côté et dit qu'ils allaient essayer encore un peu pour obtenir la 2e lance pour le style de combat à 2 armes. Les assistants crièrent de fatigue. Le protagoniste se figea remarquant quelque chose. Il frappa son poing dans sa paume et s'exclama qu'il avait tout compris. Il l'avait aidé pendant si longtemps et maintenant il voulait de leur part. Les assistants s'exclamèrent avec crainte que ce n'était pas ça. Le MC n'a-t-il donc pas de cœur? Un peu plus tôt, avant que le chevalier traître ne se mette à maudire les dieux. Une jeune fille est assise sur une chaise devant un écran. L'écran montre le protagoniste en train de se battre. La jeune fille précisa « Même les gardiens de la porte ont été vaincus si facilement. » Elle éteignit calmement le moniteur. La jeune fille dit que le peuple des fées qui règne sur le niveau intermédiaire n'est pas si facile à vaincre tant qu'il le retient.
Il faut se dépêcher avec la restructuration du système. L'invasion insensée d'Ashbert s'arrêtera ici. Actuellement, Ashbert pensait que perdre contre un monstre signifiait la perte de l'honneur et la mort. Si un monstre se relâche dans un combat contre un humain, il sera soit vendu en esclavage, soit tué. S'il ignore le donjon, le monde périra et l'humain avec lui. Donc, n'ayant pas le choix, il décida de conquérir le donjon et de devenir plus fort. Le protagoniste s'exclama joyeusement qu'il n'avait eu qu'à tuer le boss 226 fois pour obtenir la deuxième lance du ressentiment. Il leva la lance et demanda « Les assistants, vous ne voulez vraiment rien. » Les assistants tendus tournèrent de la tête sur le côté et crièrent que tout allait bien. L'aventurier se gratta l'arrière de la tête et dit qu'ils allaient donc y aller. Le MC demanda « Vous ne comptiez pas aller au niveau intermédiaire. » Les assistants partirent en moitié en courant et dirent au revoir au protagoniste. Albert se gratta le menton songeur et demanda « C'était quoi ce bordel? » Luca pensa qu'il voulait juste s'éloigner de lui le plus vite possible. Le protagoniste appuya sa main contre la porte et ajouta qu'il s'en fichait. Il se dirigea vers le niveau intermédiaire et la porte se referma. Au bout d'un moment, le MC dit qu'il ne leur restait plus qu'à franchir cette porte une seule fois pour pouvoir ensuite raccourcir le chemin vers le niveau intermédiaire la prochaine fois. Il se dirigea vers la porte et remarqua un éclair de lumière. Le protagoniste regarda la lueur avec stupéfaction. Il nota avec joie que c'était beaucoup plus beau en vrai. Plus loin, une zone truffée de pièges les attend où même la nature cherche à tuer les gens. Si au niveau supérieur, on pouvait se frayer un chemin par la force, ici, il faut déjouer les pièges. Lucas souleva sa robe avec sa main et pensa qu'elle devrait être plus prudente. Ashbert s'exclama avec enthousiasme que puisque Luca avait bien fait de monter de niveau, le chasseur tous les pièges pouvaient simplement être surmontés par la force. Bien qu'on ne puisse pas gagner de niveau en combattant les gardes, la maîtrise de classe augmente très bien. Il a aussi réussi à faire monter de niveau la classe de chevalier grâce au chevalier de la trahison. Lucas pensa avec mécontentement qu'au final, il forçait le passage pour tout. Le protagoniste réalisa et pensa « C'est une méthode presque parfaite pour faire monter de niveau les classes. Pourquoi les autres ne l'utilisaient-ils pas? Les gens meurent trop facilement dans ce monde. Peut-être qu'il devrait partager ses connaissances du jeu et les moyens de devenir plus fort. » Le MC se gratta la tête tendue et cria qu'il devait d'abord devenir célèbre en tant qu'aventurier de première classe. Lucas pensa avec lassitude qu'il était déjà assez célèbre. Ashbert demanda perplexe « Mais pourquoi n'ont-ils pas donné d'expérience pour les combats contre les gardiens? Quel genre de restrictions étranges le développeur avait-il mises en place? » Lucas se dit qu'en général, il fallait tuer le monstre pour obtenir de l'expérience. Le corps des gardiens meurt, mais pas leur esprit, bien que celui-ci semble complètement détruit. Le MC regarda Lucas et remarqua que sa gestuelle s'était améliorée. Ne devenait-elle pas trop humaine, Luca, pensant que c'était parce que si elle ne pouvait pas exprimer sa propre opinion, elle risquait de mourir. Ashbert se retourna et ajouta que ce n'était pas la question. Il valait mieux commencer à nettoyer le niveau intermédiaire. L'expérience et la récolte sont en pause pour l'instant. Luca se demandait avec crainte ce qui était arrivé au maître. Aurait-il été empoisonné par quelque chose? Le protagoniste s'avança avec assurance dans la forêt et s'exclama qu'ils allaient d'abord entièrement cartographier cet étage. Lucas volant derrière lui réfléchit à ce qu'il venait de dire et se mit aussitôt à courir comme d'habitude. Alors tout va vraiment bien pour lui. Le protagoniste leva sa lance et fit remarquer qu'un véritable aventurier se devait de découvrir entièrement les lieux. Lucas se demanda « C'est pour ça qu'il court joyeusement vers des pièges mortels. » Quelque temps plus tard, les camarades avaient désarmé tous les pièges. Ashbert s'exclama avec enthousiasme qu'ils avaient déjà atteint le 15e étage. Le voilà le champ des gnomes. Lucas se demandait comment il pouvait connaître des informations sur sa terre natale. Il a toujours été seul, n'est-ce pas? Le champ des gnomes est un endroit où naissent les nouveaux gnomes situés au plus profond de leur colonie. C'est aussi un lieu de stockage pour les nombreux golems qu'ils contrôlent. Normalement, on ne peut venir ici qu'à la demande des gnomes lorsqu'ils accomplissent une quête à la recherche de pièces pour créer un nouveau golem. Pendant que la quête un nouveau golem attaque le joueur, il s'avère que tout ça n'était qu'un piège depuis le début. Le protagoniste serra le poing et dit qu'ils allaient d'abord exterminer tous les gnomes et les golems ordinaires, puis qu'il récupérerait des pièces sur eux et qu'il créerait son propre golem. Il regarda sévèrement Luca et affirma que c'était comme ça. Elle leva la main et pensa que si elle avait hésité ne serait-ce qu'un peu à s'opposer aux siens, elle serait morte depuis longtemps. Albert lui demanda si elle était sûre que ça ne la dérangeait pas qu'ils attaquent le champ des gnomes. Luca hocha calmement la tête. Le protagoniste fut stupéfait et se demanda si les gnomes l'avaient offensé au point qu'elle les déteste maintenant. Il traversa le feuillage et s'exclama qu'il l'avait trouvé. Le chemin vers le village des gnomes. Luca pensa que c'était effrayant et se demanda comment il pouvait bien connaître ce passage secret. Le protagoniste sourit et s'exclama qu'il n'allait pas faire dans la dentelle. Alors il brûlerait tout. Le village des gnomes, le champ des gnomes et tout ce qui s'y trouve. Luca se demanda pourquoi il était soudainement si cruel. Au bout d'un moment, Ashbert s'arrêta entre les arbres.
Il remarqua une silhouette dans le ciel. La gnome tourna la tête sur le côté et se demanda s'il pouvait vraiment s'agir d'un intrus. Le protagoniste frappa instantanément avec son épée de combat. Il hurla et un filet de fumée s'échappa sur le côté. Le protagoniste pensa qu'ils étaient faibles. Dans ce jeu étrange, après la mort d'un gnome, 3 autres gnomes apparaissent. Même si chacun d'eux n'a qu'un tiers des points de vie du gnome, ça ne veut rien dire. Il regarda joyeusement Luca et s'exclama qu'il devait se dépêcher maintenant. Il lui demanda de le conduire à l'entrepôt des golems. Jbert courut rapidement, faisant remarquer que les golems des gnomes étaient bien plus dangereux que les gnomes eux-mêmes. Il fallait tous les tuer avant que les gnomes aient le temps de les activer. Au bout d'un moment, la gnome tourna la tête sur le côté. Elle pensa que Luca était une traîtresse. Le protagoniste trancha instantanément son adversaire. Luca demanda mentalement pardon à ses semblables et pensa qu'elle n'était plus une simple gnome. Elle n'était plus seulement de l'expérience pour les autres. Les gnomes levèrent les mains et pensèrent que les humains n'étaient que de l'engrais pour les parterres de jardin. Ce type osait les attaquer, eux, les grands envoyés de la Terre. Le protagoniste est un monstre qui ne connaît pas sa place. Ashbert frappa rapidement avec sa première technique d'épée. Luca porta la main à son front, pensant qu'il lui était désagréable de réaliser qu'elle aussi faisait partie d'eux. Des golems apparurent entre les arbres, c'était le protagoniste fit remarquer, les voilà. Tom, le protagoniste brandit son arme d'un air menaçant en utilisant sa première technique d'épée, une série de frappes. Les golems se désintégrèrent instantanément. Harbert sourit et déclara que c'en était fini des golems. Luca leva calmement le pouce. Les gnomes s'arrêtèrent, se demandant si elle comprenait ce qui l'attendait. C'est ça. Luca serait exécuté brûlé et il disperserait ses cendres dans les champs inférieurs, et qu'elle n'espère même pas revenir un jour sur la terre bénie. Luca baissa le pouce, pensant que pour elle, c'était comme une condamnation à mort, mais bizarrement, ça ne lui faisait pas peur du tout. Peut-être parce qu'elle avait vu des monstres mourir de façon bien plus horrible. Le protagoniste cria avec enthousiasme que le moment semblait venu. Il appela Luca et lui demanda d'agir comme convenu. Luca ramassa la bouteille enflammée et pensa qu'elle avait tout compris. Les gnomes s'arrêtèrent, se demandant si elle était vraiment en train de mettre le feu à la terre. Avait-elle seulement toute sa tête? A-t-elle complètement perdu la raison après être devenue une esclave? Ishbert sourit d'un air fou et pensa: où peut-on bien fuir face à une peur instinctive? Alors je dois me préparer moi aussi. Luca, de son côté, lança calmement la bouteille. Elle vola sur le côté et les gnomes pensèrent avec effroi qu'ils n'auraient pas dû faire ça. La bouteille tomba au sol, se brisa et les flammes envahirent de l'espace. Les gnomes regardèrent la silhouette terrifiante dans le feu et se demandèrent « Qu'est-ce que c'est ?» Le protagoniste les regarda avec un sourire terrifiant. Les gnomes se demandèrent « Est-ce vraiment un homme en feu? Ont-ils un conflit interne? Est-ce que leur gnome a vraiment fait semblant de les trahir pour l'attirer? Tous leurs golems sont détruits. » Le protagoniste a crié qu'il voyait une ouverture et a balancé son épée enflammée. Les gnomes se sont instantanément dissous. Luca a levé la main et Jbert a expliqué qu'il s'agissait de l'état de brûlure continue. Quand un corps est en feu, le feu se transmet à tous ceux qui le touchent. L'épée de feu est une attaque de mêlée très puissante avec une portée énorme et grâce à la miséricorde démoniaque du casque, les effets négatifs de la brûlure n'ont presque aucun effet sur lui. Les golems sont faibles face au feu, donc le protagoniste va simplement les brûler avec une combustion prolongée. Une méthode de récolte populaire dans le jeu est celle des champs brûlés, bien qu'en réalité, une épée de feu seule ne les tuera pas tous. C'est pourquoi Luca doit continuer à le soutenir avec des cocktails Molotov. Elle lui a fait un pouce en l'air. Les cocktails Molotov ont volé sur le côté et l'espace a été englouti par les flammes. Luca a ri en elle-même et a pensé qu'ils disaient tous la même chose. Au final, comme le maître l'a dit, ce ne sont que des insectes pour lui. Il s'avère que leur race est comme de simples serviteurs pour le protagoniste. Mais elle n'est pas comme ça. Avec le maître, Luca deviendra certainement un être supérieur. Elle ne finira jamais sa vie comme une maudite créature. Ashbert a souri de plaisir et a crié que monter de niveau est une sensation très agréable. Luca pensa avec fureur qu'il gâchait l'ambiance comme toujours. Le protagoniste est toujours comme ça. Le protagoniste a dit qu'ils allaient maintenant continuer à incendier leur chambre de golems et à collecter des pièces pour un nouveau modèle de golem. Il a levé sa main enveloppée de flammes vers Luca et l'a invité à venir tout voir. Luca a pensé que le maître ne devrait pas s'approcher d'elle tant qu'il est en feu. Le feu a enveloppé les jambes de Luca et elle a pensé avec colère que le protagoniste allait enfin s'éteindre. Est-ce qu'il essayait de lui mettre le feu exprès? Luca s'est envolé et a crié. Après un moment, le protagoniste s'est gratté la tête et s'est excusé auprès de Luca. Il a précisé qu'il avait essayé de la mettre sur son épaule par habitude. Il avait laissé l'état de brûlure sur lui au cas où il y aurait des gnomes survivants. Ils ont donc achevé tous les gnomes. Luca a fusillé du regard le champ en feu. Le protagoniste s'est versé du liquide sur la tête et a fait remarquer qu'il pouvait soigner l'anomalie de statut avec une potion de soin. Jbert soupira de soulagement et dit à quel point ça le démangeait.
Lucas pensa qu'il n'aurait pas dû oser décrire les dégâts de brûlure comme de simples démangeaisons. C'est un monstre. Le protagoniste a noté avec stupéfaction que c'était un champ de gnomes. Des têtes de gnomes poussaient hors du sol. Il l'a immédiatement frappé à la tête. Lucas se demanda si le protagoniste les avait peut-être tués si rapidement. Ashbert a regardé les branches qui poussaient du sol et a dit que c'était vraiment un véritable champ de gnomes. Si on les laissait tels quels, les nains réapparaîtraient. Il allait couper toutes les têtes visibles. Le sang a jailli et les têtes ont volé en l'air. Lucas a touché sa tête avec ses mains et a pensé « Suis-je vraiment en vie? Ma tête est-elle toujours là? » Le protagoniste était abasourdi et a demandé « Qu'est-ce que c'est que ça? » Il a remarqué la tête d'un homme et a demandé « Est-ce que l'aventurier qui de son vivant a été transformé en engrais pour le champ de gnomes? » Herbert a serré son arme dans sa main et a pensé que chaque fois qu'il voyait quelque chose comme ça, il réalisait à nouveau qu'il vivait dans le monde d'un jeu difficile. Un aventurier Aaron a demandé « Il y a quelqu'un. » Le protagoniste s'est accroupi et a crié « L'aventurier est-il toujours conscient? » L'aventurier a l'air vivant. Aaron a doucement fait remarquer qu'il avait l'impression de perdre la tête. Quand il l'a finalement réalisé, tous les autres aventuriers étaient déjà morts et dispersés, alors il attendait que la même chose lui arrive. Le protagoniste a frappé Aaron à la tête avec une bouteille et l'interrompant a crié que ce n'était pas le moment de parler. Il lui avait déjà retiré son incapacité à se battre avec une potion de résurrection. Lucas pensa qu'il y avait peu de temps, mais qu'il n'était pas nécessaire de jeter la bouteille entière. Ashbert a porté la bouteille à la bouche d'Aaron et lui a ordonné de boire la potion de soin. Il a noté avec irritation que ses PV ne remontaient pas du tout. La tête d'Aaron a basculé sur le côté et la potion s'est déversée de sa bouche. Lucas pensa avec horreur que même ses yeux s'étaient révulsés.